Je dois vous faire un aveu. J'ai toujours été quelqu'un de curieux et je me suis toujours intéressé au vécu des personnes qui m'entouraient. Cela me permettait de mieux les connaître et de les découvrir, ce qui, j'en suis sûr, est un réflexe généreux. S'intéresser aux autres facilite les relations avec ceux-ci. En créant, en 2018, le podcast natif Les interviews d'Eric Cooper, j'avais le projet de partager avec tous et toutes le voyage que je faisais en découvrant la vie et les réalisations des personnes qui, à mon micro, racontaient une histoire, leur parcours de vie ou leur création. C'est sur le ton d'une simple conversation que se déroulent les interviews d'Eric Cooper. Le décor est simple. La terrasse d'un café, un musée, un parc, une gare. L'ambiance parfaite pour permettre à la conversation de se dérouler aisément. Le seul témoin de ces mots échangés, c'est le micro qui restituera fidèlement les échanges et les bruits extérieurs. L'auditeur ou l'auditrice n'assiste pas à cette conversation. Mais si il ou elle ferme les yeux, il ou elle sera à mes côtés et grâce à son imagination, suivra l'interview pour découvrir de façon virtuelle l'acteur ou l'actrice du podcast qui pourra être une personne connue ou inconnue. J'espère que vous aurez un plaisir certain à écouter ce podcast et que vous vivrez un moment unique et hors du temps grâce à celui-ci. L'actrice du podcast d'aujourd'hui, c'est Caroline Safarian. Elle vient nous parler de sa pièce de théâtre, La valse des oubliés. C'est une œuvre forte et profondément actuelle. Le spectacle revient sur l'exil forcé des Arméniens de l'Artsakh en 2023 et sur le silence qui a entouré ce drame. À travers cette création, l'autrice interroge notre mémoire collective et l'inégale attention portée aux tragédies humaines. Mêlant théâtre documentaire, satire politique, tragédie antique et vidéo, l'œuvre affirme une forme audacieuse et engagée. Elle prolonge aussi le travail que Caroline Safarian mène depuis longtemps autour de la mémoire arménienne. La valse des oubliés sera présentée à la Tricoterie à Bruxelles du 23 au 26 avril 2026. Bonjour Caroline Safarian, merci d'avoir accepté mon invitation. En 2 mots, vous pourriez vous présenter un petit peu ? Moi, je m'appelle Caroline Safarian, je suis autrice, metteuse en scène, anciennement comédienne. C'est vrai que je ne joue plus tellement. Donc en Fédération Wallonie-Bruxelles, voilà, j'ai mis en scène une 12aine de pièces de théâtre et je crois que j'en ai écrit une 10aine. Et par ailleurs, je fais aussi, je suis, on va dire, porteuse de projets, directrice artistique de certains projets pour des compagnies théâtrales, notamment la compagnie du droit au chapitre. Et voilà, donc je mets en scène des spectacles, mais c'est vrai que j'écris beaucoup. Voilà, donc une des pièces un peu phares, on va dire, de ma carrière, en tout cas en ce qui concerne les Arméniens, puisque je suis d'origine arménienne, c'est Papier d'Arménie ou son retour possible, qui a été monté dans plus de 3 ou 4 pays, voilà, en Arménie notamment, en Belgique, et qui a été monté par plus de 5 ou 6 metteurs en scène différents. C'est une pièce qui a, oui, on peut le dire, connu un succès quand même assez international et retentissant, quoi. Et c'est une pièce que vous-même avez écrite, hein ? Alors, Papier d'Arménie, c'est une pièce de théâtre que j'ai écrite, oui, tout à fait, sur la question de la négation du génocide des Arméniens. J'ai écrit ça en 2005. Voilà, on n'a pas beaucoup avancé à ce niveau-là depuis. Mais donc, voilà, c'est une pièce qui a beaucoup circulé. Comment est née l'envie de créer la valse des oubliés ? Alors, la valse des oubliés, donc c'est un petit peu en désespoir de cause que je l'ai créée, parce que j'avais envie d'écrire, mais pas que des choses autour de la question arménienne et des questions liées à mes origines. Mais il se fait que, voilà, en 2020, puis 21, puis 22 et puis 2023, eh bien, une nouvelle catastrophe s'est produite pour les Arméniens. Alors cette fois, les Arméniens de l'Artsakh, donc du Haut-Karabakh arménien, qui ont vécu et subi une épuration ethnique par le gouvernement azéri. Et donc, c'est à partir de cette catastrophe, de ce nettoyage ethnique, que je me suis dit, mais c'est pas possible que ça recommence et de nouveau qu'on n'en parle pas.
parce que les Arméniens sont un peuple, c'est étonnant, mais qui est souvent fort invisibilisé. C'est un petit pays avec cette enclave qui était en Azerbaïdjan, hein, donc c'est une enclave qui était peuplée majoritairement d'Arméniens, qui était, oui, donc enclavée en Azerbaïdjan. C'est un territoire qui a toujours suscité des conflits. Parce que voilà, c'est une décision complètement arbitraire à l'époque, en 1923, de Staline, qui décrète que ce territoire est azéri, et cette petite parcelle peuplée d'Arméniens se retrouve finalement un peu confondue dans ce territoire où ses droits ne sont pas respectés, sa souveraineté n'est pas respectée, et donc plusieurs conflits en 1992, enfin des conflits qui se répètent, et puis pour arriver en 2023 à cette catastrophe, cette épuration ethnique à visée génocidaire, puisque quand même, on a beaucoup parlé de Gaza, mais en fait c'est un peu la même histoire. Ces gens ont été finalement privés de nourriture, privés de soins humanitaires, privés de communication avec l'extérieur, puisque le couloir de la Chine a été carrément coupé pendant plus de 8 mois, je crois. Et donc les Arméniens se sont retrouvés complètement isolés du monde, et donc à un moment donné, ils n'ont eu d'autre choix que de fuir. Donc voilà, ça c'est la première chose. Alors moi, au fond, ce qui m'a vraiment à un moment donné percuté et qui m'a fait dire je dois écrire là-dessus, c'est bien sûr cette terrible histoire de cette soldate arménienne qui s'appelle Anouch Apetian, qui a été torturée, violée, démembrée, dépecée, et filmée et mise en pâture sur les réseaux sociaux. Donc cette histoire-là m'a vraiment fort chamboulée, parce qu'il y a quand même, on le sait, une propagande anti-arménienne depuis des dizaines d'années en Azerbaïdjan. Donc voilà. Et puis par ailleurs, cette affreuse histoire aussi de ce musée de guerre à Bakou, que le président azéri a ouvert, qui représentait en fait des poupées de cire, comme il y a en fait au musée Grévin, sauf que ces poupées représentaient des soldats arméniens agonisants, et donc les photos sont effrayantes, et donc tout ça montre cette propagande de la haine de l'autre, parce que voilà, moi, je défends les Arméniens, mais je me bats contre la haine de l'autre en général, en fait, peu importe les origines des gens. Et donc, c'est vraiment ces deux événements-là qui ont fait qu'à un moment donné, je me suis dit, mais je ne peux pas me taire, et je dois réécrire une pièce de théâtre là-dessus. Quelle est la signification du nom, la valse des oubliés ? Alors, en fait, la valse des oubliés, c'est parce qu'à un moment donné, le président fictif dans ma pièce de théâtre, qui s'appelle Agar Azarov, qui donc est un président, un oppresseur, dictateur, demande à un moment donné à Anouch de danser, et Anouch lui demande, mais pourquoi est-ce que tu m'obliges à danser ? Et elle lui dit, en fait, avec des oppresseurs comme toi, des dictateurs, des criminels, les Arméniens ne peuvent valser que d'un charnier à un autre. Et donc voilà, d'où le titre, la valse des oubliés, puisque les Arméniens sont quand même un peuple, oui, souvent invisibilisé, oublié. C'est étonnant, mais voilà, c'est un petit pays, et donc oui, on s'en préoccupe pas beaucoup. Or, actuellement, quand même, avec tout ce qui se passe dans cette région, il y a quand même des enjeux stratégiques par rapport à l'Arménie, quoi. Vous évoquez l'exil forcé des Arméniens de l'Artsakh en 2023 et le silence qui l'a entouré. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans ce que je pourrais qualifier de cette indifférence internationale ? Qu'il y a des conflits qui, au fond, intéressent plus que d'autres, qu'il y a des conflits qui cristallisent des haines ancestrales, en tout cas par rapport aux pays occidentaux.
ce qui est probablement pas le cas de l'Arménie. Pourtant, l'Arménie, en tout cas, on va dire les Arméniens, parce que c'était pas l'Arménie à l'époque, mais enfin les Arméniens de l'Empire ottoman, ont subi un génocide, et donc oui, c'est toute cette indifférence, c'est toute à un moment donné, il y a eu un accord en 2025, il y a eu un accord qui a été fait par Trump, mais donc je ne pense pas qu'on résout l'humiliation d'un peuple. On débarque chez vous, on vous dit dégage, c'est chez moi. Je ne pense pas qu'on résout l'humiliation d'un peuple par des accords financiers. Je ne crois pas à ça. Et donc moi je pense que ces enfants, donc ces Karabachi, vont eux-mêmes avoir des enfants qui un jour se révolteront. Et donc l'histoire ne fait que continuer en fait. Et donc c'est ça moi qui me frappe dans l'indifférence. C'est en fait imaginer que être indifférent à ce qui se passe au Haut-Karabakh ne va pas avoir de répercussions directement sur nous. Je ne comprends pas ça. En fait, c'est pour moi utopique de penser que ça peut se passer dans le Haut-Karabakh en 2023 et que ça ne va pas se passer ailleurs de la même façon, avec la même cruauté. Donc moi, c'est ça en fait qui me choque dans le silence et dans l'indifférence, c'est aussi cette irresponsabilité. Et s'imaginer qu'on est au-dessus de tout ça, que nous, occidentaux, au fond, ça peut nous passer au-dessus. Mais en fait, ça a des conséquences directes sur nous. Et donc voilà, c'est ça qui me choque, moi, dans ce silence. Et pourquoi avoir choisi le théâtre pour traiter de cette tragédie ? Parce que c'est mon métier, donc je suis autrice de théâtre depuis plus de 20 ans, que c'est, je pense... vous savez, la culture est un bon baromètre de comment va le monde. Et moi, je pense que le théâtre et l'art en général, effectivement, ça aurait pu être un autre média, sauf que c'est le mien. Mais moi, j'ai quand même la sensation que l'art permet véritablement, est un outil d'émancipation, est un outil de lutte en fait. Moi je suis de ceux qui pensent que le théâtre, en tout cas c'est comme ça qu'on me l'a enseigné quand j'étais à l'école, au Conservatoire de Liège à l'époque, que le théâtre est un outil de changement et que c'est un outil de prise de conscience. Alors peut-être qu'il n'y a qu'une personne dans la salle qui à un moment donné va peut-être s'éveiller à quelque chose qui lui parle plus que quelqu'un d'autre. Mais voilà, moi je pense que ça vaut tous les discours politiques, ça vaut... le théâtre c'est complet. Il y a le corps, il y a la parole, il y a l'émotion, il y a le discours, il y a tout dans le théâtre. Donc pour moi, l'art est ce qu'il y a de plus complet pour parler du monde d'aujourd'hui. Cette pièce, donc, La valse des oubliés, c'est un geste artistique, un geste politique ou un geste de mémoire ? Moi, je ne pense pas qu'il y ait de geste artistique qui ne soit pas politique. Je crois que tout geste artistique est un geste politique, même si on écrit un vaudeville. Voilà, ça parle de la société d'aujourd'hui, ça parle ou de la société à l'époque à laquelle il est écrit. Donc, c'est tout ça à la fois. Ce sont je pense que c'est une... Moi, je ne peux pas m'empêcher à un moment donné. En fait, si vous voulez, c'est une façon de supporter le monde. Je pense que c'est l'idée de mettre un petit peu de poésie dans le monde dans lequel on vit, qui est quand même un monde fort abrupt, un monde guerrier, un monde quand même de violence. Et donc, c'est en ça un geste artistique aussi, bien sûr. Mais je pense que écrire, mettre en scène... me permet en tout cas moi de supporter ce monde qui est pas très très beau, quoi. Dans quelle mesure votre histoire familiale nourrit-elle cette création sans l'enfermer dans une sorte d'autobiographie ? Alors d'abord parce que je pense que quand on part de l'intime, en fait on parle à l'universel. Donc je pense qu'il faut partir de l'autobiographie et des choses les plus intimes et les plus profondes pour pouvoir toucher à l'universel. Moi, ma famille est du Haut-Karabakh, donc on a vraiment des origines, donc on n'est pas des Arméniens de l'ancien Empire ottoman, de la Turquie, donc on est vraiment des Arméniens de cette région-là. Et donc évidemment, j'ai été forcément doublement touchée quand j'ai entendu ce qui s'était passé, mais fondamentalement, je pense que ça doit d'abord
passer par soi pour pouvoir toucher les autres. C'est un peu comme ça aussi que j'ai conçu Papier d'Arménie ou Sans retour possible à l'époque. Et finalement, les plus beaux retours que j'avais reçus, c'était, mais au fond, vos histoires entre Turcs et Arméniens, ça pourrait être les histoires entre un Israélien et un Palestinien, entre un Flamand et un francophone. Voilà. Et donc, je pense que on ne peut que passer par soi, sinon on passe par quelque chose de général qui n'est pas, qui n'a pas de chair, qui fait pas corps. Et donc, voilà, moi, j'ai vraiment... je suis partie de l'histoire, de mon histoire, enfin de ma proximité avec ce sujet, tout en sachant que malheureusement je devais aller dans le Haut-Karabakh. J'y avais jamais été, j'avais été plusieurs fois en Arménie, et donc j'ai vraiment loupé le coche parce qu'à ce moment-là, la guerre démarrait, ça commençait vraiment à être sérieux. Et donc voilà, je n'ai malheureusement pas pu aller dans cette région. On dit de cette région que c'était vraiment les anciens Arméniens. Alors, je ne sais pas si les Arméniens d'Arménie seront contents, mais voilà, c'est les montagnards, quoi. C'était des gens qui vivaient dans les montagnes et voilà. Et donc, oui, je suis partie quand même fort de moi, de mon expérience, de mes origines. Et voilà, mon papa est décédé le 28 décembre dernier. C'est un petit peu aussi pour lui que je faisais ce spectacle. Et donc, voilà, je suis quand même fière de le porter à la scène, à la tricoterie, quoi. Votre spectacle ne parle pas seulement d'un drame arménien, mais aussi de l'oubli collectif. D'après vous, comment naît cet oubli dans une société saturée d'images et d'informations ? Comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'il y a des conflits qui cristallisent plus de ruptures et de fractures que d'autres. Moi, je pense que l'oubli vient par le cynisme du monde dans lequel on vit. Et donc le porter à la scène, c'est une façon justement au fond, ce qui n'est pas dit dans la vie peut être dit sur la scène. Et à ce moment-là, on contre l'oubli, puisque quelque part, on amène à la scène l'invisible. Donc j'essaye de rendre visible ce qui a été invisibilisé. Et donc le spectacle, au fond, n'est pas un spectacle dramatique. Alors oui, bien sûr, la thématique est dramatique, puisque en fait, je parle de la guerre, de la violence, en sachant qu'il y a des niveaux de violence. Une épuration ethnique, ce n'est pas un génocide. Un massacre, ce n'est pas une épuration ethnique. Enfin voilà, bon. Et donc, j'essaye de parler de tout ça avec quand même un peu d'humour, parce que je pense qu'il est beaucoup plus difficile de parler des choses avec humour que de parler des choses de manière dramatique. Donc ça demande une réflexion beaucoup plus grande et beaucoup plus intense, parce qu'évidemment on ne peut pas être dans le cliché, on doit dire les choses avec une certaine finesse. Et donc j'amène aussi 3 styles très différents dans cette pièce de théâtre. J'amène la farce, puisque certains personnages auront des nez de farce, donc vraiment des masques, et joueront un peu à la manière de la commedia dell'arte, et ils joueront justement toute la représentation de cette violence au fond qui est codifiée, on va dire ça comme ça. Il y a à un moment donné l'idée d'un chœur antique, puisque les comédiennes, c'est une équipe entièrement féminine. C'est tout à fait par hasard, mais voilà, il se fait que c'est des femmes qui vont raconter toute cette histoire. Donc un chœur antique où au fond elles disent des choses ensemble pour porter justement cette parole à la reconnaissance. Voilà, entendez-la, quoi. Apparemment, une seule voix ne suffit pas. Donc il y a un chœur qui dit certaines choses, qui dit le monologue d'Anouche et le monologue du petit garçon à la fin. Et puis par ailleurs, il y a le réalisme et la vidéo, parce qu'on utilise aussi la vidéo, donc souvent dans les entre-scènes. Pourquoi ? Parce que justement, je veux que les gens rient, et puis qu'ils se disent, mais au fond, de quoi je viens de rire ? Enfin, je veux dire, c'est la réalité. Cette histoire de musée avec des poupées, comme ils font au musée Grévin. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez des artistes qui s'amusent à représenter, à créer des poupées en cire d'Arméniens, caricaturales, enfin bon voilà. Donc c'est tellement absurde qu'on se dit c'est comique, et puis en fait, non, c'est la réalité. Donc
tout ça amène justement à cette façon de pas oublier, quoi. Enfin, j'essaye d'amener avec plusieurs styles théâtrales pour que les gens n'oublient pas et pour que ça puisse un tant soit peu marquer les esprits, si je puis dire. Alors, en début d'interview, vous avez parlé d'Anouche, donc, qui est une soldate inspirée d'une figure réelle. Qu'incarne-t-elle pour vous, au-delà de son destin personnel ? En fait, c'est une figure un peu féministe. Moi, elle me fait penser à ces courageuses combattantes kurdes qui se battaient, ou même, je vais dire, à ces figures de femmes dans la Révolution française dont on ne parle pas souvent, dont on ne parle jamais, en fait. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était de porter aussi la femme dans ces conflits-là. Parce qu'évidemment, le viol, la torture sont des armes de guerre. Et donc, je pense qu'elles représentent de manière plus globale le courage de ces femmes qui enfantent et en même temps font la guerre. Enfin, il y a quelque chose là je trouve intéressant dans la comment dire, dans la dichotomie qu'il y a entre moi j'ai accouché d'un enfant, j'ai donné la vie, donc il y a quand même quelque chose de particulier à la femme sans faire de catégorisation, mais enfin voilà, et qui en même temps va à un moment donné se battre et prendre les armes, voilà. Donc, en fait, à travers Anouche, vous voulez donner une place aux femmes combattantes qui sont souvent absentes des récits officiels de guerre. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est vraiment porter ces récits-là aussi. Je voulais pas qu'on parle des hommes. Alors, bon, malheureusement, on pourrait en parler, parce que un homme qui va pas à la guerre, c'est encore considéré comme quelque chose de mauvais, alors que, enfin, bref... je veux dire, c'est quand même terrible la guerre, quoi. Et on en voit des jeunes. Il y a plein de jeunes qui sont morts, des jeunes arméniens. D'ailleurs, c'est pour ça que les Karabachi, les Arméniens du Haut-Karabakh, n'ont pas compris quand l'Arménie a abdiqué quelque part face à ce conflit et les a laissés tomber, parce qu'il y a tellement de jeunes qui sont morts dans ce conflit, tellement de jeunes hommes. Alors, bien sûr. Il faut leur rendre hommage aussi, mais c'est vrai que j'avais envie de rendre hommage à une femme. Et ce que j'ai aussi envie de dire, parce que ça me semble fort important, c'est que, vous savez, les Arméniens d'Arménie, ils sont dans d'autres enjeux que nous. Ils ont d'autres problématiques. Ils sont pris dans une région qui est en tension constante. Aliyev a quand même dit qu'il irait jusqu'à Erevan. C'est quelqu'un qui tient parole en général. Donc, je pense que il y a beaucoup de critiques qui sont émises par rapport au président de l'Arménie pour le moment. Enfin, il y a des pour et des contre. Enfin, voilà. Alors moi, je suis pas du tout politologue, donc je vais pas m'aventurer là-dedans. Mais moi, en tout cas, ce que je perçois d'ici, c'est que les Arméniens d'Arménie sont dans des enjeux complètement différents de nous. Et donc, je pense il en va de notre responsabilité ici, dans la diaspora, d'en parler, parce que nous, on peut se permettre de parler de tout ça. Nous, on a la possibilité d'avoir une parole libre par rapport à ça. Et donc, moi, je dis toujours la paix entre les peuples, oui, à 1000%. La paix entre les Azéris et les Arméniens, oui, à 10 000, 100 000%. Mais pas au prix d'une épuration ethnique qui, en plus, est mise de côté. On met, la poussière sur le tapis avec, au fond, 120 000 personnes qui se retrouvent dans un désarroi total et déracinés de leur terre. Comment est-ce que vous avez travaillé pour transformer des faits réels en personnages de théâtre, en fait, sans trahir la douleur, ni tomber dans l'illustration ? De nouveau, en passant par soi-même, en ressentant qu'est-ce que ça fait à soi, en fait, de savoir, est-ce qu'il y a une seule personne heureuse sur la terre, de se dire qu'il y a des guerres à droite, à gauche, voilà, quelle douleur ça procure à l'intérieur de moi. Voilà, moi j'écris toujours en partant de moi. En fait, je ne peux pas faire autrement, et donc je pense qu'il ne faut pas
avoir, par exemple, vécu la guerre pour jouer un soldat ou se prostituer pour jouer une prostituée. Enfin, je dis n'importe quoi, mais je veux dire, voilà, faut pas avoir forcément vécu des choses dramatiques pour en parler. Il faut juste être en connexion avec soi-même. Et donc, ça, évidemment, c'est un travail de 20 ans, 25 ans d'écriture, de théâtre, de découragement, parce qu'on n'encourage pas beaucoup les artistes. Je peux vous dire que ce spectacle j'adore mon équipe, vraiment. Je suis enchantée vraiment du travail qu'on fait. Mais ça a été presque même douloureux, tellement j'y ai mis de moi. Et que finalement, les artistes sont malheureusement fort peu encouragés et fort peu même soutenus financièrement. Je suis sûre que ce projet qui va être magnifique va voyager, quoi. Est-ce que cette pièce est réservée uniquement aux Arméniens ? À vous écouter, on dirait que oui, en fait. Non. Est-ce que ça ne vous touche pas, l'histoire d'Anouch ? Oui, moi oui, mais on se demande, c'est une pièce pour les Arméniens ou bien pour tout le monde ? C'est une pièce qui parle des Arméniens, donc qui servira à la communauté arménienne. Je veux dire, à un moment donné, mon travail va forcément engendrer des choses à propos de la communauté arménienne de Belgique. Mais je ne pense pas que qui que ce soit pourrait être indifférent et pourrait ne pas trouver de l'universalisme dans un tel sujet. La guerre, elle est un peu à nos portes. On est tous un peu concernés par ça, on est tous en tension. On sait qu'il y a des fractures dans le monde qui sont de plus en plus grandes, qu'il y a des va-t-en-guerre et des gens qui n'ont aucun scrupule et qui ne sont faits que de cynisme, on le sait. Donc, je pense qu'au contraire, les gens vont se sentir touchés. Donc non, ce n'est pas une pièce adressée aux Arméniens. C'est juste que, en tout cas, c'est une pièce qui parle de notre communauté. Si vous aviez dû être comédienne dans cette pièce, La valse des oubliés, quel rôle auriez-vous eu envie de jouer ? Alors, il y a 2 rôles. Moi, j'aime beaucoup la comédie. Voilà, il n'y a rien à faire dans tout ce que j'écris. Il y a toujours une partie humoristique. Je ne peux pas m'empêcher parce que voilà, sinon je trouve qu'on est très vite dans quelque chose de pathos. Et donc voilà. Donc c'est vrai que le rôle de Abaki et Avaki, qui sont dans la pièce les 2 représentantes, les 2 conseillères du président Agar Azarov, le président fictif de l'Azerbaïdjan dans la pièce de théâtre, sont 2 personnages. C'est un peu le clown blanc et l'Auguste. Enfin voilà, c'est un couple, c'est un peu Laurel et Hardy, c'est un peu voilà. Et donc je pense que spontanément j'aurais été plus vers ce type de personnages-là, qui sont des personnages comiques en fait et drôles. Le rire dans votre pièce, il sert à quoi ? Est-ce que c'est pour faire respirer le public ou bien pour l'empêcher de mettre une distance ? Alors je crois que c'est le contraire, pour lui faire mettre une distance. Parce que le fait de rire de ça permet au fond de s'approcher de la gravité, mais d'une autre façon. Voilà. Finalement, c'est un peu rire pour ne pas pleurer, d'une certaine façon. Mais voilà, le rire, pour moi, est essentiel. Mais dans Papier d'Arménie, il y avait ça aussi. J'avais amené aussi quand même toute une partie humoristique, parce que je crois que, en fait, on va plus en profondeur dans une analyse quand on a la distance pour rire des choses. Oui. Est-ce que vous attendez que le spectateur qui va venir voir la pièce va se placer en position de témoin actif ? Oui, je pense, parce que justement, comme il y a un chœur, entre guillemets, antique, c'est une façon de rappeler aux gens qu'on est au théâtre. Voilà. Et donc, ça leur permet quelque part de reprendre de la distance et donc de ne pas être envahi par l'émotion, mais donc d'être dans le réel et donc dans quelque part, au fond, effectivement en quoi je suis touchée, mais aussi comment mon esprit critique se met en marche. C'est un moment au fond qui est plus construit, un peu comme Brecht le faisait. Je ne me compare pas à Brecht, je n'oserais pas, mais voilà, c'est une façon distanciée de permettre au public d'être plus actif, d'être dans quelque chose de plus proactif et de s'éveiller de l'émotion, puisque bien sûr il y a par moments du rire, par moments des moments plus tragiques, donc voilà. Est-ce que vous pensez que le théâtre pourrait devenir un lieu de sauvegarde contre l'oubli et pas seulement
pour les Arméniens, pour tout le monde. On oublie toutes les choses atroces. Est-ce que le théâtre peut être justement un lieu de sauvegarde de l'oubli ? Oui, je pense que le théâtre, comme je le disais tout à l'heure, là où les choses sont invisibilisées, eh bien, on les rend visibles sur la scène. Donc, oui, et surtout, comme je le disais, je pense que la culture, l'art est un baromètre de nos sociétés. Et quand on commence à toucher au budget de la culture, il faut se poser des questions. Et moi je pense qu'on ne retient pas une société par ses guerres, on retient une société par sa culture et par ce qu'elle a amené culturellement. Et voilà, les Grecs, c'est quand même c'est ça qu'on retient. Enfin, je veux dire, c'est pas leur combat et leur guerre. Donc je pense que à partir du moment où on commence à toucher à la culture, alors il faut commencer à se poser des questions. Quel regard portez-vous sur la manière dont les médias européens ont parlé un peu de la situation en Artsakh en 2023 ? On parlait ou pas parlé plutôt ? En fait, il y avait trop d'intérêts économiques, notamment avec les histoires de gaz et voilà. Et donc, comme l'Azerbaïdjan est un producteur de gaz et de pétrole, il me semble, les intérêts étaient bien trop importants, les enjeux étaient bien trop importants. J'ai cette image d'Ursula von der Linden qui signe un accord en 2023, au moment où les Arméniens sont chassés de chez eux, tués, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de morts aussi, et où l'Azerbaïdjan prend le contrôle total de cette enclave. À ce moment-là, von der Linden signe un accord avec Aliyev, quoi. Donc, je veux dire, le problème, c'est ça. Faut pas s'étonner quand on signe avec le diable qu'à un moment donné, on ait des soubresauts de feu et de à l'intérieur même. Je veux dire, oui, ils n'ont pas traité ce sujet. Alors un peu la France à l'époque, mais parce qu'il y a une plus grande communauté arménienne en France et que donc il y a plus de sensibilité par rapport au sujet. Mais bon, je dirais en Belgique, on n'en a quasiment pas parlé. Moi, les comédiennes, j'ai fait une audition avec le Centre des Arséniques. Avec une quinzaine de comédiens. J'ai fait venir Robert Unussian, qui est le président du comité des Arméniens de Belgique, qui est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup, et qui est venu parler de l'Arstak et de cette épuration ethnique. Dire les comédiens et comédiennes tombaient des nues, quoi. Aucun d'entre eux n'avait entendu parler. C'est en 2023, quoi. C'est pas en 1915, Donc oui, c'est effrayant, je ne peux pas dire autre chose. Et de nouveau, c'est ce que je disais tout à l'heure, je ne comprends pas en fait qu'on s'imagine que on peut laisser faire ça là-bas et que ça ne va pas se retourner contre nous à un moment donné. Je trouve ça vraiment enfantin en fait comme position. Je ne comprends pas. Et c'est même pas une question de solidarité, c'est une question de, à un moment donné, mais tu dors. Enfin, je ne comprends pas cette espèce d'Europe au ventre mou. Alors c'est pas ça. Le fait qu'on ait des positions tempérées, ça peut être intéressant, mais à un moment donné, face à des événements de ce type-là, on ne peut pas négocier du gaz avec ce gars-là, quoi. Enfin, je veux dire, ce n'est pas possible, en fait. Ben si, voilà, en Europe, ça se fait. Qu'aimeriez-vous que le public retienne en sortant de la valse des oubliés ? Eh bien, justement, qu'il y a certains conflits dont on parle et d'autres pas. Que les Arméniens sont un peuple de paix. C'est pas des gens qui aiment la guerre. Oublier, nier, nous reviendra inévitablement au visage à un moment donné, et que aussi nous sommes tous concernés par la guerre aujourd'hui, et qu'il faut pas rêver. Voilà, faut pas rêver en fait. Et donc, c'est un peu ça, je crois. Et au fond, j'ai envie qu'il soit touché par l'humanité d'Anouch et l'inhumanité de ce président et de ces deux attachés du président qui, au fond, ressemblent quand même à des personnages
caricaturaux qu'on voit aujourd'hui et qui sont présidents de puissance et qui sont quand même effrayants. Sont des personnages vraiment effrayants. Et donc, je pense qu'à un moment donné, voilà, je veux dire, si on repart dans l'histoire, par exemple, Hitler était effrayant, et je me demande si les gens ne se sont pas dit à l'époque, ouais, mais bon, il va se calmer, quoi, à un moment. Voilà. Et en fait, alors, je veux pas, comparaison n'est pas raison, donc je vais pas comparer, voilà. Mais en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais est-ce qu'on va continuer à fermer les yeux? Voilà, c'est un peu ça. Est-ce que cette pièce vous a transformé, humainement, artistiquement, ou les deux? Oui, je pense que tous les spectacles me transforment. J'apprends toujours plein de choses, hein, au contact d'une équipe, au contact de comment l'équipe reçoit cette pièce de théâtre. Alors parfois on écrit d'une certaine façon et puis c'est joué d'une autre. Donc ça c'est génial, voilà, parce qu'à un moment donné ça vous appartient plus, quoi. Ça, voilà. Alors bon, il se fait que c'est moi qui le mets en scène, mais je veux dire, voilà, ça. Et donc ouais, c'est quand même toujours fantastique, cette idée de comment les choses se transmettent et comment elles sont données à voir au public. Enfin voilà, donc il y a cette idée de cercle vertueux, quoi. Donc oui, moi d'abord parce que j'ai dû me renseigner sur le sujet, voilà, plus que juste comme ça en touriste, parce que je suis très belge, hein, moi, mon papa est arménien, ma maman est belge, mais voilà, ma culture est plutôt belge. Voilà, on va pas se mentir. J'aurais peut-être aimé avoir un peu plus de la culture arménienne, mais ça n'a pas été possible pour plein de circonstances différentes. Bref, donc voilà. Ouais. La valse des oubliés pourrait-elle un jour être adaptée au grand écran? Je ne sais pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas que je suis très théâtrale. Je pense que je suis une autrice très théâtrale. Après, bon, voilà. Voilà, je ne sais pas. Je ne peux pas tout à fait répondre à cette question. Alors, une dernière question. Vous avez donc créé la valse des oubliés. Est-ce que c'est pour vous une manière de résister au silence ou de refuser qu'il gagne? Oui, tout à fait, bien sûr. C'est vraiment ma manière à moi de lutter, quoi, voilà, et de ne pas accepter ce silence, de dire les choses à ma manière, voilà, et de rendre un peu de dignité à ces gens qu'on a laissé tomber, qui sont là, qui doivent être complètement perdus. Mais voilà, à la fin de la pièce. Il y a un petit garçon qui vient et qui raconte son histoire et c'était très important pour moi aussi de faire en sorte justement que ça devienne universel. Et donc dans les vidéos sont aussi montrés d'autres conflits avec les enfants, d'autres peuples, parce que finalement nous les adultes, bon voilà, on a fait notre vie, on espère le plus longtemps possible, mais je veux dire, mais les enfants, eux, ils ont encore tout à faire et finalement, c'est eux qui trinquent. Et donc voilà. Voilà. Et maintenant, la vraie dernière question, une bonne raison de venir voir la valse des oubliés? D'abord, je pense que c'est un sujet qui peut toucher tout le monde, parce que, comme je le disais, la guerre, la violence, on est bien proche de tout ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense que ça va être un bon moment parce que vraiment, il y a des parties très drôles. Donc, voilà. Et la deuxième chose, je pense que, voilà, comme je disais, ça met un peu de poésie dans ce monde de brut. Ça met un peu de joie. Et surtout, j'ai l'impression que c'est une pièce qui va donner de l'espoir. Voilà, l'espoir qu'à un moment donné, on se réveille et qu'on n'accepte plus ces choses-là. Voilà, c'est plus possible en 2026, on peut plus être là-dedans. Ça, c'est le vieux monde patriarcal, viriliste. On ne veut plus de ça. Et plus personne, même les hommes, n'en veulent plus. Voilà, parce que c'est très douloureux aussi pour les hommes d'être coltinés dans ce... voilà, dans ce truc-là. Je ne sais pas dire autre chose que ce truc-là, parce que, voilà...
Et donc, je pense que voilà, ça soulage aussi. C'est un spectacle, j'espère, qui va nous soulager et qui va nous donner de l'émotion sur un sujet où l'émotion n'a pas été à la hauteur de... Voilà, on n'a pas donné la hauteur du sujet, on n'a pas valorisé tout ça. Ça y est, c'est fini. Merci à vous, Caroline Safarian, d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle votre pièce, c'est La valse des oubliés. On pourra aller la voir du jeudi 23 avril au dimanche 26 avril à la Tricoterie, 158 rue Théodore Verhagen, 1060 Bruxelles. Infos et réservations, tricoterie.be. Avant que vous ne partiez, vous les auditeurs, n'oubliez pas de liker ce podcast. Partagez-le avec vos amis, vous pouvez le commenter et surtout abonnez-vous, comme ça vous serez tenu au courant avant tout le monde de la publication d'un prochain podcast. Sur ce, je vous quitte, que la force soit avec vous et avec tous les autres et rendez-vous pour une prochaine aventure sonore. Bye bye.